ravi d'être là et très honoré. Je suis toujours, je participe assez régulièrement. J'ai le privilège d'être invité à partager avec tous les membres d'Argos un certain nombre d'éléments autour du trouble bipolaire et je trouve que c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que je suis vraiment très ravi de pouvoir partager avec vous. Alors je vais vous raconter l'histoire de l'innovation organisationnelle. En fait, quand on parle d'innovation, d'évolution de la psychiatrie, donc David l'a dit, les choses évoluent vraiment, mais en fait, on a le fantasme, et un fantasme persistant du fait que la psychiatrie, c'est une discipline où on n'a pas beaucoup de traitements qui évoluent, nos traitements ne sont pas si bons que ça. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on a des traitements efficaces, contrairement à ce qu'on pense par rapport à d'autres disciplines, sauf que les autres disciplines n'ont pas ce vécu, peut-être à cause des conséquences de ce que sont les pathologies psychiatriques, n'ont pas le même vécu par rapport aux ressources dont ils... Et on se dit, on a le fantasme d'autres disciplines, comme par exemple l'oncologie, qui a évolué de manière colossale au cours des 20 dernières années, avec des vrais changements de modalités de prise en charge liés à des découvertes scientifiques importantes. En fait, les découvertes scientifiques importantes, ça va être évoqué, et en fait, il y en a en psychiatrie, mais on n'a pas encore eu le moment de bascule scientifique qui... Alors, il y a tout un débat sur la notion de changement de paradigme, etc. Mais malgré tout, on a eu quand même beaucoup d'évolutions et les innovations organisationnelles font partie de ces progrès qu'on appelle incrémentaux, petit à petit, qui modifient quand même le destin des patients qui présentent un certain nombre de troubles, comme par exemple le trouble bipolaire, et qui peuvent véritablement avoir un impact. Donc c'est à partir de cette idée-là que dans notre beau pays très sophistiqué, où le Sénat produit beaucoup d'informations, de lois, de règles notamment, ainsi que l'Assemblée nationale, en fait, il y a eu une modalité qui a été mise en œuvre il y a quelques années qui s'appelle l'article 51, c'est dans le premier article de loi, et puis ensuite c'est resté comme une sorte de label, qui visait à faire des innovations venant du terrain, pour parler simplement, et dont on pouvait imaginer qu'elles pouvaient être transférées dans un deuxième temps dans la pratique courante et prises en charge par la solidarité nationale, par l'assurance maladie. Et donc c'est un enjeu très important. C'est une initiative tout à fait merveilleuse. Alors, je ne vais pas vous parler, parce que je pourrais en parler pendant 2 jours, des difficultés administratives pour mettre en place un article 51 qui pourrait quand même, je pourrais écrire un florilège des difficultés qu'on a pu rencontrer et dire que ça facilite les choses, c'est pas forcément le cas. Mais pour autant, ça nous a permis quand même de développer un projet dont je vais vous raconter quelques éléments qui sont, à mon avis, qui illustrent la manière dont on peut, dans un avenir proche, moi j'espère, modifier la façon de prendre en charge les patients souffrant de troubles bipolaires. La première chose, c'est qu'on a évoqué à plusieurs reprises cette errance diagnostique. L'errance diagnostique dans notre système de santé, c'est une chose, mais l'errance de la prise en charge, c'en est une autre. Et les uns et les autres, on peut être confrontés à la difficulté d'interagir avec son spécialiste, parce qu'il est plein, parce que, voilà, on peut être confronté à la difficulté à solliciter les systèmes de soins sans passer par les urgences qui elles-mêmes sont... à part quand le professeur Pierre-Alexis Geoffroy vient vous voir au milieu de la nuit, qui sont complètement embolisés. Mais il faut aller absolument dans le nord de Paris. C'est le seul endroit où il faut aller aux urgences la nuit. Je tiens à le dire. Et donc, c'est important de se dire qu'il y a une vraie problématique autour de ces parcours de soins. Alors, il y a des mots un petit peu qui sont des mots totems dans le jargon administratif et le jargon technocratique. Donc, on a eu les périodes des réseaux, on a eu les périodes on évoque ça, le parcours, c'est maintenant la nouvelle chose qu'il faut mettre en œuvre. Malgré tout, ça a un sens, puisqu'en fait, ça donne l'idée que les troubles s'inscrivent dans le temps et justifient une vigilance, une stratégie qui maintiennent non pas par simplement à un moment donné des possibilités d'intervention, mais qui prennent en compte cette évolution et le jour après jour. Et donc cette idée-là de ce projet a été de dire on va essayer d'améliorer ce jour après jour. Les patients peuvent avoir vu un psychiatre, être suivis, mais ils vont avoir des rendez-vous tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, en fonction de leur état, de la disponibilité. Entre-temps, ils auront d'autres types de problématiques qui peuvent être liées corrélées à la maladie, la comorbidité
avec d'autres pathologies somatiques, ils auront des événements de vie qui peuvent les perturber. Et comment ça se passe dans ces moments-là? Et on sait qu'il y a de nombreuses difficultés et probablement un caractère trop intermittent de la prise en charge. Donc on a décidé d'associer une innovation technologique, c'est-à-dire l'utilisation de ressources numériques par le biais de smartphones et d'applications qui permettent de recueillir des informations, mais aussi qui permettent de communiquer pour les patients avec des nouveaux professionnels, des case managers. Alors c'est un terme qui n'a pas été créé dans la santé pour des gens qui s'occupaient de situations données, de cas. Et en fait, c'était créé au début du XXe siècle, ça s'est mis en place dans la santé avec l'idée que les professionnels qui peuvent avoir une formation de travailleurs sociaux, de professionnels paramédicaux, de psychologues, dans les différents pays anglo-saxons, peuvent être capables de gérer des situations données, des cas de patients au cours de leur parcours. Donc là, le binôme outil numérique case manager nous a conduit à accompagner une cohorte de patients, 1200 patients souffrant de troubles bipolaires qui ont été recrutés à Clermont-Ferrand, je viens, Besançon, Lyon, Paris, Créteil, et ont été observés pendant 1 à 3 ans pour voir si, quand on leur mettait à disposition dans leur smartphone trois applications différentes intégrées l'une à l'autre qui permettent justement de les interroger sur comment ils se sentent en permanence. Alors en permanence, ça veut dire beaucoup plus fréquemment que chaque fois qu'ils voient un professionnel de santé, un psychiatre. Quand ils peuvent rapporter des informations sur leur vécu à des moments où ils traversent des périodes difficiles, quelle qu'en soit la cause. Quand ils peuvent également communiquer avec ces case managers, qui sont des sortes de vigies qui font le lien et qui ne remplacent pas les modalités de soins habituelles. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que, en fait, d'abord, les gens utilisent ces outils-là. On a des gens qu'on a recrutés dans cette cohorte importante, 1200 personnes, ça fait quand même pas mal de gens, et en fait, qui vont de 19 à 80 ans. On a à peu près 6-7% qui ont plus de 65 ans, donc des gens qui ne sont pas aussi aguerris que quelqu'un de 19 ans à l'utilisation de ces outils, et on a un taux d'utilisation de la messagerie, des interactions, qui est de 90%, 92%, et qui se maintient pendant toute la durée de cette exploration et de ce suivi, de cet accompagnement, comme le soulignait David. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on s'occupe de quelqu'un qui souffre d'un trouble bipolaire? On peut essayer comment il a dit, de le contenir, c'est ce qu'il évoquait, mais aussi de l'accompagner. Et donc, comment on s'y prend? Et donc, en fait, ça a été largement utilisé. Et on avait fixé quand même, puisque c'était dans le cadre d'une expérimentation, pour voir si ça valait le coup en termes de modalités, ce qui est important. Donc on avait recueilli les informations de ce qui était arrivé dans le parcours de soins des patients qui ont été inclus. On avait regardé le nombre d'hospitalisations qu'ils avaient eues, le nombre de tentatives de suicide qu'ils avaient eues, le nombre de différents épisodes pathologiques qu'ils avaient eus, les passages aux urgences qu'ils avaient eus, les passages en service de médecine chirurgie obstétrique. Et en fait, on a une population de patients présentant des troubles bipolaires qui avaient présenté, pour 35% d'entre eux, des tentatives de suicide dans leur histoire de maladie, qui avaient présenté pour 70% d'entre eux des épisodes maniaques, ce qui est quand même beaucoup. Donc une population qui est sévère avec des conséquences, et on a évalué petit à petit. Donc comme je l'ai dit, ces outils ont été employés, les case managers s'occupaient chacun de 80, 100 personnes. Il y avait des médecins qui coordonnaient ça et qui coordonnaient l'articulation avec les psychiatres traitants habituels, avec les dispositifs de soins habituels, libéraux, mais aussi des centres médico-psychologiques, et donc qui assuraient cette continuité, ce soutien, cet accompagnement. Et en fait, on a constaté, à l'issue de cette étude qui s'est terminée, donc de cet article 51, on l'a doublé d'une étude scientifique parce que c'est des informations importantes à partager. Ça s'est terminé en septembre dernier, donc c'est pas très vieux. Et en fait, on a été évalué par un organisme extérieur, puisque c'est organisé sous l'égide du ministère. Et donc, on était un petit peu quand même, on se disait, pendant toute l'expérimentation, tous les professionnels qui ont été impliqués et tous les patients qui ont pu bénéficier de ce suivi,
ont souligné l'intérêt que ça présentait. On a eu simplement, sur les 1219 personnes qui ont quitté le programme, et donc ce qui est vraiment très peu. Et en fait, on se disait quand même c'est bien, mais est-ce que ça avait vraiment un impact? Les gens, on a fait des études qualitatives, les gens rapportaient l'intérêt que ça a présenté pour eux, le sentiment de ne pas être seul dans des moments difficiles. Et donc ça nous paraissait intéressant, mais d'un point de vue quantitatif. Ben, on a constaté, en avant-après, que la mise en œuvre du programme a permis une réduction du nombre d'hospitalisations de plus de 40%, une réduction du nombre de tentatives de suicide de plus de 60%, une diminution du nombre d'arrêts de travail de plus de 35%, une diminution du passage aux urgences et dans le service de médecine chirurgie obstétrique de plus de 50%, et une augmentation, et c'était un élément important, des consultations, notamment en cardiologie et dans des disciplines où on sait qu'il y a des comorbidités habituelles qui ne sont pas prises en charge. Donc ça veut dire que cet accompagnement a eu l'effet de probablement prévenir le recours au système de soins dans des situations plus dramatiques. Donc ça aboutit quand même pour les individus, ça c'est des chiffres globaux, mais pour les individus qui leur apportent à une modification très importante. Et comme on était dans le cadre de l'article 51, on a évalué le coût. Et parce que, est-ce que ça coûte plus cher? C'est toujours la même chose, tout est affaire d'argent, ce qui est pas illogique dans notre pays où, malgré tout, l'accès aux soins est difficile, mais le niveau de remboursement est beaucoup plus soutenu que dans d'autres pays qui nous entourent, ou plus loin. Mais dans ce cas-là, on économise à peu près 300 € par personne et par mois par rapport quand on poule le coût du case management et des outils numériques et qu'on le compare au coût habituel qui était associé, les leviers de coût bien évidemment, sont principalement à la diminution des hospitalisations. Tout ça pour dire que ce projet est terminé, il va passer en commission technique et qu'on attend maintenant. Et on a eu le soutien de l'Argos, il faut le dire. On a eu des discussions nombreuses avec le comité technique, mais aussi la commission stratégique, mais aussi le représentant du ministère. Enfin bon, on a eu plein de gens et on a été accompagnés. Et je remercie Denis Guillot pour son soutien, qui a été quand même important, et il faut le dire. Et c'est important aussi qu'on puisse témoigner de ces éléments-là. Et on attend un avis pour savoir si ce dispositif pourrait être pris en charge dans le cadre de l'assurance maladie, qui permettra justement cet accompagnement pour le plus grand nombre et qui, comme je le dis, permet vraiment, dans cette logique d'accompagnement, de tisser ce réseau autour et de favoriser l'accompagnement qui, justement, évite ces à-coups et ces ruptures de parcours qui sont inhérentes à la maladie, qui s'inscrivent dans le temps et sur lesquelles je pense qu'il est important qu'on puisse mesurer les enjeux individuels et le gain qu'on pourrait avoir dans le parcours de vie, au-delà du parcours de maladie, des patients qui pourront en bénéficier. Voilà ce que je voulais vous répondre. Bien Adi, maladie, les différents hors normes bipolaires, autistes, schizophrènes, les plus grands artistes, chanteurs, ministres, présidents, psychanalystes, hommes, femmes, stylistes, les 27, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Mike Brandt, Kurt Cobain. On dit qu'il y a 20% de neuroatypiques et 80% d'atypiques. Pour moi, on est du même moule, mais le destin en a voulu autrement. La science avance certes, mais ces pathologies ont toujours existé et seront toujours là, mais avec des effets moindres, car l'humanité comprendra enfin cette richesse des différents, cette hypersensibilité, cette fragilité, ce courage. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud n'avaient pas d'autre choix que de survivre grâce à l'opium. Cette musique que j'ai découverte s'appelle Van Gogh. Savez-vous pourquoi? Bipolaire ou maniaco-dépressif? Un très bel artiste a chanté sur les femmes, Madame, en slam. Moi, je souhaitais chanter cette chanson sur les personnes pas comme les autres. De nombreux films ces dernières années retracent les vies des personnes atypiques, hors normes, comme son nom l'indique. Un petit truc en plus, le livre des solutions, Les Intranquilles, la vie d'Yves Saint-Laurent. Churchill, le saviez-vous? Abraham Lincoln, qui ont vécu des drames, avaient une maladie mentale et se sont battus pour devenir de grands hommes. La psychiatrie est le parent pauvre de la médecine et surtout, nous pourrions éviter les prisons, les frustrations et faire de ces personnes qui ont un don du ciel des acteurs qui feraient évoluer le monde. Arrêtons avec la honte d'être un proche, patient. Je suis peut-être utopiste, mais il suffit juste d'écouter, c'est tout, ne pas juger. On ne sait jamais ce que demain est fait. Nous avons tellement à apprendre de ces gens extraordinaires. La plus belle richesse est la tolérance des deux côtés. Je ne veux pas de peine, de pathétisme ou de condescendance envers ces hommes et femmes extraordinaires.
Ils méritent mieux, juste de meilleurs soins, de la bienveillance, de la bientraitance. Ces deux mondes ne peuvent qu'en faire un. Tellement de belles choses les rallient, comme la musique, la peinture, les chansons, des causes comme celle-là. I Have a Dream 2025.